Que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Donc voilà, le webinaire dans le cadre des webinaires 30 minutes pour l'export qu'on organise maintenant depuis plus de 2 ans. Je remercie les fidèles qui sont au rendez-vous à chaque édition. Donc, je vais vous faire un petit rappel très très rapide parce que je sais que vous êtes nombreux à connaître la Team France Export. La Team France Export, ça a été fondée en 2018 sous l'égide de l'État et des régions. Et il y a eu trois membres fondateurs qui se sont rassemblés, que sont Business France, CCI France et BPI France, pour vous offrir un guichet unique de l'international. Et vous accompagner dans votre développement à l'étranger. Donc, vous vous appuyez donc sur un réseau, aussi bien en France, avec les conseillers sectoriels, et sur le réseau Business France à l'étranger, où on a un peu plus de 50 pays avec 700 conseillers à l'international. En région Centre-Val de Loire, vous retrouvez forcément donc les 3 membres fondateurs de la Team France Export, et on a aussi donc DEVEUP, l'agence de développement régional, l'INPI, les conseillers du commerce extérieur de la France, les douanes et la cellule VIE qui dépend aussi de Business France. Donc voilà, c'est tout l'écosystème qui vous accompagne pour votre développement international. Et donc, très rapidement, donc l'équipe, vous connaissez probablement votre conseiller, que ce soit un conseiller basé en CCI ou un conseiller Business France. Donc, ils sont sectorisés, et en fonction du département où vous vous trouvez, vous pouvez vous adresser à la personne concernée. À l'issue du webinaire, je vous enverrai la liste pour les personnes qui ne seraient pas encore suivies, mais je ne crois pas que c'est le cas. Et du coup, je vais laisser la parole tout de suite donc à Romain Destieux, qui est le directeur du pays Business France basé à Kiev, et qui va du coup nous présenter ces slides, donc un petit état des lieux de l'Ukraine, et aussi les programmes et les financements dont vous pouvez bénéficier. Merci Estelle, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Bon. Oui. Alors bon, c'est un format intéressant parce qu'on a on n'a pas beaucoup de temps, donc l'idée je vais pas pouvoir tout aborder avec vous aujourd'hui, mais l'idée c'est de, de parcourir les fondamentaux. Donc je vais présenter rapidement notre équipe. Je vais prendre les actualités économiques. Je vais vous présenter les sources de financement en Ukraine parce que c'est un point extrêmement important. On comprend que la situation est très particulière, et donc les possibilités de faire des affaires sont particulières, et il y a beaucoup de sources de financement possibles. Et je reviendrai sur 2 événements collectifs qu'on a eus cette année, qui sont des événements qui ont mobilisé beaucoup d'entreprises françaises et qui pourraient vous intéresser. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes. Nous sommes basés à l'ambassade de France à Kiev. Vous avez avec vous aujourd'hui la moitié du bureau, parce que Mariana est connectée. Alors, Mariana est chargée de développement industrie cleantech et nous a rejoint récemment, vu que c'était il y a tout juste un mois. Nous avons Alexandra et Natalia. Alexandra et Reliouk est chargée d'affaires export sur la partie agrotech et sécurité, et peut être amenée aussi à intervenir sur le secteur industrie cleantech. Ça fait 20 ans qu'elle fait ce métier, donc elle a acquis une expérience qui est très utile et qu'elle met systématiquement au service des entreprises qu'elle accompagne. Et c'est la même chose pour Natalia, qui est en charge du secteur de la santé. Quant à moi, j'ai rejoint Business France il y a un peu moins de 2 ans, donc après la guerre à grande échelle. Et ça fait 15 ans que je suis en Ukraine, et j'étais de votre côté, si j'ose dire, puisque j'étais directeur général d'un semencier français, donc dans l'agriculture, la filiale d'une coopérative du sud-ouest de la France, pour lequel
un investissement important a été fait en Ukraine de 40 millions d'euros avec une grosse usine, donc une PME avec 150 employés, à peu près 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc j'essaye systématiquement voilà, de me mettre à la place de dirigeants d'entreprise, de responsables export qui s'intéressent à l'Ukraine et d'anticiper les questions que vous pouvez avoir. On a un petit peu de bruit sur... je ne sais pas si vous avez aussi du bruit. Ah, c'est bon, merci. Donc voilà pour notre équipe. Et bien sûr, nous travaillons avec vos conseillers, donc les conseillers en région de la Team France Export. C'est le mode classique de fonctionnement, et aussi avec les équipes en centrale de Business France, notamment sur les opérations collectives, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Sur les actualités économiques, l'Ukraine est tout sauf un pays anodin. Le pays est en guerre depuis 2014, hein, en réalité, et avec une agression à grande échelle depuis le 24 février 2022. Et en premier mois de la guerre, l'année 2022 fut très dure, vu que la Russie a occupé très tôt une grande partie du territoire ukrainien et continue à l'occuper. Et ça s'est traduit par une baisse du PIB de l'ordre de 30%. Malgré ça, l'Ukraine a réussi à résister. Et c'est assez extraordinaire. Et ce qui peut surprendre parfois, c'est que l'économie marche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on est tombé à 160 milliards de produits intérieurs bruts en 2022, et on a une croissance en 2023 et à nouveau cette année. Et on s'attend en 2026, si on continue sur ce rythme de croissance, à revenir au niveau du produit intérieur brut avant 2022. Ce qui veut dire, avec moins de territoire, l'Ukraine retrouve la puissance économique qu'elle était avant la guerre à grande échelle. Alors, il y a des fondamentaux de croissance qui sont bien sûr portés par une partie de l'effort militaire. Une grosse partie du budget est affectée à la défense du pays. Cette croissance, elle est fragile parce que nous subissons des attaques russes sur les sites d'infrastructures d'énergie. Donc, notre quotidien, nous avons actuellement des coupures de courant environ 3-4 heures par jour depuis environ 2 semaines. Nous en avions eu fin août et début septembre, et elles ont repris avec l'arrivée du froid. Il y a un déficit de production d'énergie et c'est ça qui affecte le quotidien. Mais malgré ça, les entreprises s'adaptent pour pouvoir travailler. Tout le monde est équipé en générateur. Donc, lorsqu'il y a une coupure des courants, que vous êtes dans un restaurant, la lumière s'éteint et se rallume de manière quasi instantanée. Et l'activité continue. Le pays a des besoins financiers extrêmement importants pour financer la guerre, entre autres, et ce sont les alliés occidentaux, l'Europe et les États-Unis, qui aident au niveau budgétaire l'Ukraine, parce que les revenus fiscaux ne sont pas suffisants pour financer l'effort de guerre. En revanche, il y a des secteurs qui sont très résilients, et notamment le secteur agricole. Le secteur agricole a été très perturbé en 2022 avec l'absence de corridors et de possibilité de sortir les céréales via la mer Noire. Mais depuis plus d'1 an, ce corridor a été rétabli, ce qui permet à l'Ukraine de rester une force exportatrice, et donc de faire rentrer des devises dans le pays. Et certaines entreprises
agricoles s'en sortent même très très bien et n'ont pas besoin de financement pour acheter du matériel, reconstruisent, réinvestissent dans des silos, dans du matériel agricole, et ce, malgré la guerre. J'ai voulu insister aujourd'hui sur les dispositifs de financement, à la fois pour vous les présenter rapidement, mais aussi pour vous rassurer sur la capacité à être payé lorsque vous venez en Ukraine avec une solution qui répond aux besoins ukrainiens. J'ai fait le distinguo entre les financements bilatéraux, France-Ukraine, et les financements multilatéraux. Sur les financements bilatéraux, qui sont en grande partie gérés par la Direction générale du Trésor, je détaillerai dans les slides suivants l'outil FASEP et prêt du Trésor, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mais je voulais mentionner aussi le fonds d'aide civile à l'Ukraine. Donc, c'est un fonds qui a été mis en place cette année de 200 millions d'euros. Il est aujourd'hui clos. Donc, je ne détaillerai pas, je n'ai pas de slide parce que vous ne pouvez plus déposer de dossier pour ce fonds d'aide, mais on espère que cet instrument pourra éventuellement revoir le jour en 2025 ou en 2026. Donc, c'est la France qui donne, en fait, qui paye des projets français. Ce qu'on entend par projet français, il faut qu'il y ait une part française au minimum de 50%. Pour répondre aux besoins ukrainiens. Donc ça a été dans l'énergie, dans le déminage, dans les infrastructures, notamment dans l'eau et dans la santé. Et il y a eu sur les 200 millions d'euros de fonds, plus de 700 millions d'euros de projets déposés par des sociétés françaises pour répondre aux besoins ukrainiens financés par ce fonds. Ces projets ont d'autres sources de financement et c'est ce sur quoi nous travaillons activement en ce moment avec nos collègues, notamment du service économique. Il faut savoir que l'Agence française de développement a ouvert récemment en juillet de cette année un bureau à Kiev et dispose d'un mandat de 400 millions d'euros. Il peut aller jusqu'à 400 millions d'euros de prêts. Sont essentiellement des prêts qui sont faits pour les municipalités ukrainiennes et 50 millions d'euros d'une poche qui sert à financer les études de faisabilité dans le cadre de ces prêts. Nous avons aussi Expertise France, qui fait partie du groupe de l'Agence française de développement et qui gère actuellement 16 projets pour plus de 40 millions d'euros, notamment un projet important dans la santé de 16 millions d'euros, avec de l'achat de matériel français sur lequel, s'il y avait des sociétés dans la santé, vous pourriez vous positionner. Et nous avons toute la partie multilatérale. Donc, je les ai listés, mais je vais passer sur le slide suivant pour vous expliquer comment ces acteurs entrent en jeu, notamment en cette fin d'année et surtout pour l'année 2025. L'Union européenne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans les journaux, a mis un plan d'aide de 50 milliards d'euros qui s'appelle la Facilité européenne pour l'Ukraine. Et dans ces 50 milliards d'euros, il y a la plus grosse partie qui vient soulager le budget ukrainien. Donc, c'était sur le slide des actualités économiques qui vient directement aider l'Ukraine à payer ses fonctionnaires, à payer ses retraites. Et il y a un pilier qui s'appelle le pilier 2, qui fait 9,3 milliards d'euros, qui a pour vocation de financer des projets portés par des entreprises. Comme l'Union européenne n'est pas équipée pour instruire tous ces dossiers, elle va s'appuyer sur des institutions financières internationales. Donc j'en ai listé précédemment. Elles sont listées ici dans le point 5. C'est la Banque européenne de reconstruction et de développement. C'est la Banque européenne d'investissement. Ce sont les banques de développement nationales comme l'Agence française de développement, la BGK qui est l'homologue polonais de l'Agence française de développement, ou d'autres institutions financières internationales comme l'AFC qui est le bras armé de la Banque mondiale.
Donc toutes ces banques, avec certaines particularités qui sont parfois sectorielles, qui sont parfois sur la typologie des clients qu'elles vont financer. Si le cas de l'AFD, ce sont uniquement des entités publiques et de préférence des municipalités, comme je l'ai évoqué, vont venir prêter aux clients via des garanties qui sont fournies par cette facilité européenne. Et la particularité, c'est que ce programme s'appuie sur ce qu'ils appellent un mix avec des études de faisabilité, des assistances techniques qui sont financées directement à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour que les projets voient le jour. Donc vous imaginez un projet sur plusieurs étapes, et généralement la première étape de ce projet va directement être financée par cette facilité et les relais des institutions financières internationales. Donc ça donne après comme conséquence que chaque, mais je vous laisserai lire, on vous partagera la présentation, chaque banque se spécialise et met en place des projets avec des équipes qui vont aller chercher des entreprises et des clients, donc des clients ukrainiens qui ont besoin de solutions, et par exemple la Banque de développement de conseil de l'Europe a ciblé les infrastructures de santé mentale à hauteur de 100 millions d'euros. Et nous publions sur notre page LinkedIn, nous publions aussi une lettre de veille économique mensuelle qui est gratuite. On vous enverra les liens après la présentation, sur lesquels nous essayons de reprendre justement ces opportunités sur lesquelles vous pouvez être amené à vous positionner. Et il y a aussi les plateformes d'offres d'achat, donc soit des ONG, notamment des Nations Unies, ou la plateforme ukrainienne pour les achats publics qui s'appelle Prozoro, qui est publiée en anglais et sur lequel vous pouvez voir des opportunités d'affaires sur lesquelles vous pourriez être amené à vous positionner. Je voulais rapidement revenir sur les deux outils du Trésor qui marchent très bien. Alors le FASEP, c'est un don pour faire une étude de faisabilité ou un projet de démonstration d'une technologie innovante. Il faut que la part française soit de 85% et ce sont des montants de 100 000 à 800 000 euros. Et vous avez un lien si vous voulez plus de détails, mais on pourra aussi bien sûr prévoir des échanges si vous êtes intéressé. Les prêts du Trésor, là on est dans la catégorie un peu plus haute, vu que c'est des montants qui commencent à partir de 5 millions d'euros, avec soit des prêts concessionnels, donc l'État français prête à l'État ukrainien pour acheter par exemple des ambulances ou des locomotives, ça pourrait être des hélicoptères. C'est généralement dans les infrastructures parce qu'on est sur une durée de remboursement longue de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut que la part française pour ces prêts concessionnels soit de 70%, ou des prêts directs dans le soutien à l'export qui sont limités à 85% du contrat, avec une part française de 50%. Donc voilà, ça c'était sur les financements. Une fois que vous êtes rassuré, qu'est-ce qu'il faut faire? On a différentes façons de vous accompagner, et j'ai choisi de revenir sur deux événements collectifs pour lesquels nous avons eu un très bon retour des entreprises participantes. Le premier, c'est le salon Rebuild Ukraine, ou plutôt les salons Rebuild Ukraine, parce qu'il y en avait plusieurs, qui ont eu lieu tous. Il y en a eu 4. Il y en a eu 3 sur l'énergie et la construction, et 1 sur le secteur de la santé. Et la particularité de ce salon, c'est qu'il est entièrement dédié à l'Ukraine, mais il ne se passe pas en Ukraine, il se passe à Varsovie, pour éviter que les entreprises étrangères
et à faire le déplacement jusqu'en Ukraine, soit tout simplement parce que c'est très long. Donc, si vous partez d'Orléans et que vous voulez que demain nous continuions la discussion autour d'un café, il vous faudra entre 24 et 30 heures pour arriver jusqu'à Kiev. Parce que l'espace aérien est fermé, et donc on ne peut pas prendre d'avion jusqu'à Kiev. Il faut aller jusqu'en Pologne, puis prendre le train pour arriver jusqu'ici. Et ce sont des trains qui font entre 12 et 17 heures de trajet. Donc, c'est pas, ils sont plutôt confortables, mais c'est un peu long. Et donc, ce salon à Varsovie permet aux entreprises de rencontrer les interlocuteurs ukrainiens pour faire des affaires. Et nous avons aussi, donc nous avions sur la dernière édition du mois dernier 45 participants sous le pavillon France. Il y avait encore plus de sociétés françaises présentes puisque nous n'avions plus de place comme pour les éditions précédentes. Et nous avons tout l'écosystème français. C'est ça aussi qui fait l'intérêt. Donc l'Agence française de développement était là, la Direction générale du Trésor, la Banque publique d'investissement, l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncin, qui était précédemment ambassadeur de France en Ukraine, et les autorités ukrainiennes. Au niveau ministériel, donc là sur la photo, vous avez le ministre de l'Énergie et une vice-ministre des Infrastructures, des ministres, des vice-ministres de l'économie et toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire énormément de représentants de villes ukrainiennes, de régions ukrainiennes qui arrivent avec leurs besoins et on a vu beaucoup de projets portés par des entreprises naître à l'occasion de ce salon. Le deuxième événement collectif dont je voulais vous parler, c'est le programme d'immersion. Alors, je crois que dans la liste des inscrits, nous avons une société avec qui nous avons déjà discuté. C'est un programme qui a pour but de s'inscrire dans la durée, qui s'est inscrit dans la durée, à peu près 6 mois. L'idée étant de dire que venir à Kiev, c'est long, c'est compliqué, et donc une fois qu'on arrive sur place, il faut être extrêmement bien préparé pour rentabiliser chaque heure passée dans la capitale ukrainienne. Donc on a ciblé des grosses PME ou des ETI, plutôt aguerries à l'export. Nous avions la place pour 8 entreprises participantes, nous avons eu 20 candidatures. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toute la demande. Et nous avons donc fait ce travail de préparation en amont avec un bootcamp à Paris, 3 mois environ avant le déplacement. Nous avons fait tout un travail d'études sectorielles pour chaque entreprise dans le détail. Puis nous avons ciblé les partenaires les partenaires idéaux ukrainiens pour ces entreprises-là. Et avec un travail d'aller-retour, nous avons pour chacun d'entre eux organisé sur place environ 8 rendez-vous B2B avec les cibles qui avaient été retenues par les entreprises. Et le taux de satisfaction, le taux de retour est bon et ça donne sur des projets. Alors c'est en cours, c'est récent, ils sont venus en septembre. Mais comme le programme a bien marché, nous le remettons pour l'année prochaine et la plaquette de commercialisation sera probablement disponible en janvier. Et donc, vos conseillers auront toute l'information pour vous la relayer si ce programme vous intéresse. Voilà, j'ai fini. On arrive pratiquement à l'heure. Donc, il est presque 10 heures chez vous, presque 11 heures chez nous. Il nous reste 5 minutes pour avoir un petit peu d'échange. Mais sinon, pour échanger plus amplement, on est là à votre disposition avec votre conseiller pour trouver un créneau et voir comment nous pourrions, avec notre équipe, vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Romain, pour ces informations. Est-ce que parmi les participants, certaines personnes auraient des questions? Monsieur Page, nous vous écoutons. Bonjour, j'avais une question, savoir au niveau de l'agriculture si le cheptel avait été touché par la guerre et si les productions agricoles avaient été impactées.
Les productions agricoles ont été impactées notamment parce que des territoires ont été occupés, donc des cheptels ont été volés tout simplement par Oui. la Russie. Donc il y a eu, il y a eu cet effet-là, c'est l'effet principal. Sur les autres cheptels, ce sont pas été des cibles pour les Russes. Donc l'activité a continué. Après, il faut rentrer dans le détail entre les viandes bovines ou le poulet. Par exemple, vous savez qu'il y a un gros acteur dans le poulet qui est exportateur, qui, malgré la guerre, a augmenté ses exportations. Donc, les situations sont variées, mais la situation est plutôt bonne. Et après, on retrouve des problèmes parfois qui sont similaires à ceux qu'on peut avoir en France ou en Europe de grippe aviaire qui n'ont rien à voir avec la guerre. C'est un secteur qui a été très résilient, qui a été affecté notamment dans la dimension géographique de la guerre. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va, au nom de tous les participants, on va... Ah si, peut-être Monsieur Figueroa. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une petite question. Y a-t-il des perspectives dans le secteur de l'hospitalité, restauration? C'est un secteur qui souffre actuellement, donc je dirais plutôt non. Ok, très bien. C'est clair, merci. Mireille? Oui, rebonjour. Comment sont les infrastructures ferroviaires? Est-ce qu'elles ont souffert ou comment elles se situent au niveau de la fonctionnalité? Alors, il y a beaucoup d'opportunités sur le secteur ferroviaire. Donc, il y a un acteur principal, un acteur étatique qui s'appelle Ukrzaliznytsa, qui est l'équivalent de la SNCF, et qui a joué un rôle majeur depuis le début de la guerre à grande échelle, parce c'est essentiellement par le train que les Ukrainiens ont fui, Ouais. le pays. C'était des infrastructures historiquement importantes, héritées de l'Union soviétique, et qui avaient structurellement beaucoup de besoins déjà avant le début de la guerre, avec des discussions qui, sur notamment la fourniture de rails ou de locomotives qui étaient antérieures à la guerre. C'est toujours d'actualité, ça l'est encore plus parce qu'il y a la volonté de rapprocher l'Ukraine de l'Europe au niveau de ses infrastructures. L'Ukraine est un candidat pour rejoindre l'Union européenne et il y a beaucoup de besoins et de projets en cours. Donc, si vous voulez, on pourra en parler plus en détail lors d'un point individuel. Mais ça fait partie des secteurs définitivement d'opportunités. Ok, bah, avec plaisir, oui, je veux bien. Merci. Si. Oui. Oui, bonjour. En fait, voilà. Je travaille au BRGM, je représente, donc on travaille, c'est une société d'État, et on travaille notamment avec les pays, principalement avec les pays, et notamment avec les bailleurs de fonds internationaux. Et du coup, on a un collègue ukrainien d'ailleurs, justement, qui travaille avec nous au BRGM, et on a travaillé partiellement sur l'Ukraine, et c'était pour voir quels étaient les bailleurs de fonds qui étaient les plus propices sur les programmes actuels. Donc, vraiment, nous, on travaille beaucoup avec la Banque mondiale sur le continent africain, par exemple. Et pour l'Ukraine, en fait, quels étaient les bailleurs de fonds, on va dire, qui sont très actifs. Alors déjà, merci parce que vous avez publié une étude remarquable sur les ressources minières en Ukraine. Oui, c'est mon collègue, d'ailleurs, qui a dirigé cet ouvrage, justement. Ben, je serais très intéressé pour qu'on ait un échange avec vous et avec lui, parce que ça fait partie effectivement des potentiels encore relativement inexploités pour l'Ukraine sur toutes ces ressources minières, qui, euh, qui nécessitent des investissements importants,
et de la stabilité dans le temps pour pouvoir les réaliser. Et c'était des conditions qui n'étaient pas remplies déjà avant la guerre, hein, avec des projets d'investissement plutôt sur l'ordre de 3-4 ans, ce qui a permis à l'agriculture de se développer de manière exponentielle, avec un doublement des rendements agricoles dans l'espace de 10-15 ans, ce qui s'était jamais vu ailleurs. Et donc les banques internationales sont en train d'étudier le sujet. Ça intéresse beaucoup de monde, mais le positionnement de chacun et chacune est en train de se formuler justement. Donc ça serait le beau moment pour échanger, parce que ça va faire partie des thématiques importantes de 2025. Et pour notre programme d'immersion, nous allons essayer d'avoir des entreprises sur ce secteur-là. Donc, je serais ravi d'échanger un peu plus longuement avec vous, Thomas. Et Avec votre plaisir, collègue. puis je pourrais avoir un contact avec Boris, en effet, qui a piloté justement cette étude et qui connaît très bien le sujet, en effet. Je vous remercie tous et puis collectivement, merci Romain pour votre intervention ce matin. C'était très intéressant. On vous souhaite bon courage parce que vous donnez une image très positive et ça fait plaisir. Mais bon, c'est vrai que le quotidien est peut-être pas toujours simple, mais vous avez donné de belles perspectives en tout cas aux entreprises de la région. Et puis je vais me charger d'envoyer la présentation avec les liens qui ont été évoqués pour que ensuite tout le monde puisse continuer à se documenter. Et puis voilà, les échanges se feront ensuite entre vous. Merci à toutes et à tous. Et puis bon, il est un petit peu tôt, mais je vous souhaite quand même déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Et merci Estelle pour l'organisation. Merci merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.